On est parti. Donc bonjour, merci à tous de venir assister à ma petite conférence sur les ESI, le cache HTTP en petits bouts. Avant de commencer, on va déjà commencer par remercier les sponsors, malgré tout, sans qui tous ces événements et tout ça ne pourraient pas exister. Je trouvais ça important de le notifier. Et ensuite, vu que c'est toujours intéressant de savoir qui vous parle, on va commencer par les présentations. Donc moi, je suis Yann Chepins, je suis tech lead chez OnePoint depuis 4 ans. J'ai à peu près 13-14 ans d'expérience derrière moi. Mon expertise principale et originale, c'est le PHP. Aujourd'hui, je fais beaucoup de DevOps, je suis un gros adepte de tout ce qui est autour de la modélisation, de la PO et tout ça. Je suis certifié Green IT et du coup, je m'intéresse énormément à l'éco-conception, même si ce n'est pas un dogme. Aujourd'hui, je vais surtout m'appuyer sur des expériences que j'ai pu avoir sur des projets de sites web, on va dire institutionnels, à assez forte audience, où on peut avoir jusqu'à 10 millions de visiteurs par heure. Ce qui demande du coup une certaine architecture et certaines stratégies qui vont avec. Pour cette présentation sur les ESI, on va dire que j'ai un petit site web qui est développé, en fait on s'en fout un peu du langage. Parce que vu que je viens du PHP, il y a des gens qui risquent de m'insulter sinon. Bref, c'est un petit site de e-commerce avec quelques pages. On a des pages de catégories, on a une home page, on a des pages d'articles, on a des pages de panier, on a un compte client. Bref, on a quelque chose de relativement classique pour du site web, pour du site de e-commerce en tout cas. La particularité qui avant n'était pas une particularité, c'est que je suis sur une stack qui est en génération complètement côté back-office. Côté back-end, excusez-moi. J'ai pas de JavaScript, j'ai pas de truc un peu new hype comme ça. En gros, je fais du vrai web. Sur ces stratégies-là, sur ces sites-là, on a quelque chose d'assez classique, qu'on retrouve même encore aujourd'hui sur des technologies un peu plus récentes. On va facilement mettre en place des caches. Pourquoi? Parce que j'ai du contenu qui va se mettre à jour toutes les 2 semaines. Donc au lieu de régénérer tout mon contenu à chaque appel, je vais mettre en place différents types de caches. On peut avoir du cache HTTP, on reviendra après dessus. On va avoir du cache applicatif, donc un peu au lieu d'aller rechercher les informations dans les bases de données, les données calculées, etc., on peut stocker ça, on peut se mettre ça de côté. Pareil, sur l'usage des caches, là j'ai quelque chose d'assez classique. Et globalement, je vous disais, j'aime bien l'éco-conception. C'est une bonne pratique d'éco-conception. Donc la mise en place des caches, on la met en place pour ça, mais aussi pour améliorer les perfs de nos articles, de notre site. Ce sont des bonnes pratiques. Par contre, il y a un petit truc qui est important quand on met en place du cache, c'est analyser comment fonctionne notre site, quel est l'usage de notre site, comment les gens viennent et la fraîcheur de nos contenus. Ça, on en reparlera aussi après. Pour le cache HTTP, généralement, on utilise ce qu'on appelle un reverse proxy cache. Alors, pourquoi on appelle ça un reverse proxy? Parce que un proxy, ça permet de sortir, un reverse proxy, ça permet de rentrer sur l'infrastructure. Et reverse proxy cache, c'est parce qu'en plus, il va gérer du cache. Ça, c'est le fonctionnement assez classique d'un reverse proxy cache. L'utilisateur qui provient généralement d'Internet passe par le reverse proxy et le reverse proxy vient attaquer les backends de derrière. Dans les reverse proxy cache classiques qu'on a, on va avoir du varnish, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les plus anciens d'entre nous, il y avait du squid cache. Donc voilà. Sur toute la présentation, là, je vais passer au-delà de la partie gestion du SSL. Sur la partie SSL Termination, c'est une autre problématique, et en plus Varnish ne le gère pas, bref, ça ferait rajouter quelques cases en plus. Voilà, on va vraiment se concentrer là-dessus, c'est du reverse proxy. Pour info, les différents CDN que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est le même type de fonctionnement qu'il y a. Voilà. Un reverse proxy cache, comment ça fonctionne? Quand votre utilisateur, je ne sais pas, on va dire Yann, il va demander l'article numéro 1 à votre plateforme, ça passe par reverse proxy cache, il va regarder, est-ce que j'ai cette page-là en cache? Sinon, je vais la demander au back-end, le back-end vient la générer, la renvoie au reverse proxy cache, lui il va la mettre en cache et va la renvoyer à l'utilisateur. Au deuxième appel, vu que le reverse proxy cache a déjà la page en cache, le deuxième utilisateur ou le même demande la même URL, le reverse proxy cache n'a pas besoin d'aller demander au back-end, il renvoie directement la page. Voilà. Ça, c'est hyper pratique quand on a énormément d'audience. Typiquement, la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, les chiffres que je vous donne sont des vrais chiffres. 10 millions de visiteurs en 1 heure, on avait 3 serveurs back-end.
Le reste, c'était que des couches de cache devant. Alors on en avait deux types, on avait du varnish, on avait aussi de la camaille, dont je reparlerai un petit peu après. Voilà. Grâce à ça, on exploite très peu nos serveurs pour les contenus statiques. Et le rendu est immédiatement, le contenu est rendu quasiment immédiatement à l'utilisateur, vu qu'il n'y a plus de calcul du tout. Ceci dit, si je reviens sur mon site, je vais avoir un petit problème avec ce type de fonctionnement-là. Je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas pour ceux qui sont habitués à faire ça. Moi, généralement, ça me saute aux yeux assez rapidement. Si je mets toute cette page en cache, je vais avoir un souci. Mon souci, il est là. Il est sur ça. Cette zone-là, elle va me poser un problème. Elle va me poser un problème parce que si moi, je vais demander la page en premier, je vais bien avoir salut Yann. Mais imaginons, il y a la deuxième personne qui arrive qui s'appelle Vincent. Il va redemander la page à la plateforme et la page va lui renvoyer le contenu avec « Salut Yann ». Donc c'est quand même pas terrible. Si c'est juste ça, ça va. Si ce sont des données de santé, des données bancaires ou des trucs comme ça, c'est moins cool. Et ce petit problème-là, ça devient un très gros problème. Parce qu'en fait, cette zone-là, elle est présente sur absolument toutes mes pages. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que j'enlève tout le cache de toute ma plateforme? C'est quand même dommage, juste pour cette partie-là. Et comme je disais, voilà, là, c'est pas très grave, c'est sur un site de e-commerce, mais bon. Et on n'a pas envie d'enlever le cache, on n'a pas envie de ressolliciter des serveurs, on a envie de conserver cette mécanique-là. Alors, généralement, dans l'univers du développement web, et plus précisément chez les développeurs web, il y a un réflexe qui est assez naturel, et qui est presque animal, je dirais, c'est inclus dans l'ADN, c'est qu'on va mettre du JS. On va mettre du JS, historiquement appelé le chargement Ajax. Qui se rappelle de ce que ça veut dire Ajax? Oh là là, les gars, j'ai vraiment vieilli, c'est ouf. En gros, on va garder notre page en cache, mais on va aller juste charger dynamiquement les petits bouts de page dynamiques qu'on a besoin. En gros, typiquement dans l'exemple que j'avais avant, on ne va pas charger le salut Yann, on ne va pas le faire générer par le back, on va aller le chercher en JS. Et ça va amener un espèce d'effet boule de neige. On va modifier du code, évidemment, on va modifier le code de notre back pour plus qu'il renvoie cette partie-là. On va devoir ajouter une couche côté client, on va rajouter un peu de JS. Puis on va se dire, oh c'est sympa, donc on va rajouter un JS par-ci, on va mettre petit bout par là, puis là on se dit ça serait cool que les prix ils vont devenir dynamiques, donc on va remettre du JS, on va remettre des trucs, on va remodifier notre code, etc. On va finir avec un code spaghetti et surtout on a une couche applicative supplémentaire à gérer. Tout ça pour une histoire de cache. On n'avait pas forcément besoin avant. Et si on continue, on a même un truc encore pire que ça qui peut arriver, on va se retrouver avec une stack front. Avec une nouvelle stack applicative, avec des nouveaux frameworks à gérer, tout ça pour du cache, c'est quand même pas terrible. Bref, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Bon, il y a probablement moyen de s'en sortir avec une autre solution que de rajouter ça, et avec quelque chose qu'on a déjà dans notre stack. Bon, vous me voyez venir, j'en suis quasiment sûr, on va parler des ESI. Mais avant de parler des ESI, et je pense que je fais bien d'en parler parce que personne ne connaît l'Ajax, enfin très peu de personnes, on va d'abord reparler un peu des caches HTTP. Ça va être de la redite pour les gens qui sont assez expérimentés ou pour ceux qui connaissent ça, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et en plus de ça, vous allez probablement découvrir des petits trucs sympas aussi. Comment ça fonctionne HTTP? HTTP, en gros, le client, généralement un navigateur, ou si vous le faites en ligne de commande avec du curl, ça peut être autrement, il va envoyer une requête. Cette requête elle va être accueillie par le serveur, par le back-end, et il va construire la réponse qu'il va envoyer en fonction du contenu de la requête. Si c'est un navigateur, le navigateur il va récupérer le contenu, il va charger le contenu HTML, il va aller charger les 40 watts images et les 42 000 fichiers CSS, etc. et JS. Bref, voilà, il va aller appeler les autres contenus. Alors, sur une requête, le corps n'est pas forcément obligatoire, des fois on peut en avoir, des fois on ne peut pas en avoir, etc. Dans une requête, on va avoir une URL, on va avoir un verbe, on va avoir des headers, et ça on va en parler après. On va avoir des fois un corps. Sur du get, c'est assez rare, sauf quand on fait du REST. Sur les formes, on en a tout le temps. Et dans une réponse, on va avoir un code HTTP, du contenu, peut-être, pas obligatoire non plus, des headers, encore une fois, et parfois encore. Les headers, on va se focaliser un peu de plus. Un header HTTP, c'est quoi?
Un header, c'est une information supplémentaire qui est échangée entre le client et le serveur. Il y en a et dans les requêtes et dans les réponses. Dans les requêtes, on va souvent avoir des trucs genre accept type. En gros, le navigateur, en tout cas le client, va indiquer au serveur « renvoie-moi du contenu de ce type-là, s'il te plaît ». Voilà. Et c'est un vrai s'il te plaît. Hein. Si le serveur il s'en fout, vous lui demandez du HTML, vous pouvez renvoyer une image, personne n'a imposé quoi que ce soit. Hein. Et généralement, on a aussi un header correspondant dans la réponse. Sur le accept type, généralement, la réponse va avoir un header content type pour indiquer au navigateur quoi faire. Dans les headers, il y a plein de types de headers différents. Il y en a beaucoup qui existent par convention et ou par RFC. On va avoir la date, on peut avoir les headers d'authentification, souvent. Ceux-ci, on va en reparler après. On va avoir pas mal d'infos navigateurs qui sont envoyés, ça peut être intéressant. Et il y a un header assez intéressant qu'on oublie souvent, c'est que les cookies sont un header. C'est un des headers où la règle, c'est quand le navigateur l'envoie, et ben le serveur renvoie la même avec des infos supplémentaires, etc. Donc voilà. Et dans ces headers-là, il y en a un en particulier sur lequel on va vraiment prendre du temps, parce que ce sont les headers de cache control. Alors, avant, c'était les headers Pragma en HTTP 1.0. Maintenant, en HTTP 1.1, c'est les headers cache control. On va rester sur cache control et Pragma, on pouvait faire à peu près la même chose. Sur les configurations des headers de cache control, donc en gros, c'est les headers qui vont permettre de communiquer les informations de comment cacher le contenu d'une réponse et ou d'une requête. Ça, on va en parler tout de suite. On va avoir plein de trucs différents. Déjà, on va voir le public-private. Quand on indique qu'on peut faire le cache control en public, ça veut dire qu'on va autoriser à tous les éléments qui sont sur le chemin HTTP de cacher le contenu en tant que public. Si par exemple vous avez un CDN, il est considéré comme un élément public, donc vous l'autorisez à le cacher. Par contre, si vous mettez private, ça veut dire que vous n'autorisez, entre guillemets, que le navigateur, que votre instance à vous, que le client de cacher le contenu. Ça déjà, c'est le premier élément qui peut être très intéressant quand vous configurez correctement vos caches. On va avoir le no cache, no store, no transform. No cache, j'en parle juste un tout petit peu après. Le no store, en fait, on va demander à l'élément de ne pas enregistrer le contenu, peut-être de le garder en mémoire vive, mais pas de l'écrire sur disque. Ça peut être intéressant. Et le no transform, c'est on va lui dire, ok, tu renvoies le contenu, tu fais ce que tu veux, par contre, tu ne modifies pas l'intérieur. Tu ne modifies pas l'header, tu ne modifies pas le corps, tu ne modifies rien. Tu le laisses tel quel. Ça peut arriver, et ça, on va le voir tout à l'heure, il y a pas mal de reverse proxy cache qui rajoutent des informations complémentaires pour dire, hey, c'est du contenu caché, ou ça fait 3 fois que j'ai fait un hit dessus, je suis content. Voilà, on fait ça. Le no cache, j'apporte une précision dessus parce qu'on m'a fait la remarque la semaine dernière. Le no cache, ça n'existe pas vraiment. En fait, quand on demande no cache, nous on va le considérer de cette façon-là. On va dire, je ne veux pas que tu caches le contenu et je ne veux pas avoir du contenu caché quand tu le mets dans une requête. En réalité, dans la RFC, le no cache, c'est un max age 0 en must revalidate. En gros, on lui dit, tu gardes le contenu pendant 0. Bref. Par contre, tu vas vérifier si tu peux aller chercher autre chose. Bref. Le no cache, il va être intéressant de deux manières. Il va être intéressant dans la réponse, évidemment, pour lui dire ne cache pas le contenu que je te renvoie. Il peut être intéressant dans la requête aussi. Vous pouvez demander à votre serveur, alors généralement, il s'en fout, mais si, voilà, de lui dire renvoie-moi du contenu qui n'est pas caché, s'il te plaît. Renvoie-moi du contenu frais. Ça peut être pas mal. On va avoir MaxAge. MaxAge, c'est peut-être le plus simple à comprendre, c'est la durée de conservation. Combien de temps tu vas garder le contenu que je te renvoie. MaxTail, c'est quelque chose qui peut être plutôt pas mal. En varnish, ça s'appelle le Grace Mode typiquement. C'est qu'on va lui dire, même après que le cache est expiré, tu peux lui redonner encore pendant 5, 10 minutes, 2 heures. Ça va être bien si par exemple vous avez des temps de chargement qui sont un peu longs. Généralement, les navigateurs ou même les reverse proxy cache vont s'appuyer dessus pour dire ok, là je lui renvoie du contenu périmé, j'ai encore le droit, par contre en parallèle, je vais aller recharger le contenu plus propre. Voilà, ça donne un petit peu de marge en fait à ça. Et on va avoir le min fresh. Alors j'en ai jamais vraiment eu l'occasion de l'utiliser celui-ci, mais en gros on va lui dire ce contenu-là, pendant une certaine durée, tu me renvoies que du contenu frais. Alors des fois, voilà, tu vas avoir du cache, min fresh, pendant tant de temps, tu m'envoies que du contenu frais. Les min versions, on ne va pas s'appuyer dessus, c'est seulement pour dire on utilise tel protocole HTTP. Sur la partie must revalidate et proxy revalidate, en gros, on va indiquer, le must revalidate va dire à tous les éléments qui gèrent du cache sur le parcours HTTP
viens revalider le contenu. Alors, à quoi ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tu vas envoyer une requête de type head. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une requête head, c'est comme une requête get, sauf qu'on va demander au serveur de ne renvoyer que les headers, et en particulier le header last modified. Ce header-là, il va dire le contenu, la dernière fois qu'il a été modifié, ça fait tant de temps. Et en fait, le cache va se dire, OK, je peux toujours envoyer du cache, ou eh ben, il a été modifié depuis, je vais rechercher réellement la vraie information. Et le proxy revalidate, c'est la même instruction, mais en disant il n'y a que les proxys qui s'occupent de ça. Donc voilà. Et le only if cached, le dernier que je ne connaissais pas, pareil, j'en ai pas eu le cas d'usage, c'est ne renvoie du contenu que si tu l'as en cachet. Ça peut être intéressant si vous avez des serveurs qui sont un peu en souffrance, ou si vous êtes sur des zones où les communications réseau sont longues, etc. Sur du contenu qui n'est pas forcément, je ne vais pas dire pertinent, mais du contenu qui n'est pas obligatoire. En gros, bah là, le serveur il est en RAD, renvoie-moi du contenu que s'il est caché, des images d'illustration, des choses comme ça. Bref, voilà. Bon, on a fait un bon tour quasi exhaustif de ce qu'on peut faire avec Pragma et Cache Control. Donc comme je disais, en fait, ça va donner les instructions de conservation HTTP sur toute la chaîne, au navigateur, mais aussi à tous les systèmes d'échange. Généralement, ces Pragma et Cache Control, ils sont surtout utilisés pour les assets. Vous le voyez sur tous vos JS, vos CSS, vos images. Et ils sont très régulièrement même ajoutés automatiquement par les CDN. Et il y a certaines configurations automatiques. Mais on peut aussi utiliser ça pour le contenu HTML, et on verra après comment. Pour les reverse proxy cache, comment ça se passe? En gros, quand la requête arrive, déjà on regarde le verbe HTTP. Le reverse proxy cache, il va se dire, OK, c'est du get, j'ai peut-être des instructions. Par contre, il ne va peut-être pas se poser la question de renvoyer du cache s'il y a des headers d'authentification, s'il y a du post, s'il y a des infos un peu privées dedans. La plupart des configurations par défaut font qu'on vérifie si on a du contenu en cache que sur du get. Ensuite, il va regarder le cache control. Est-ce que mon client, l'utilisateur, me demande du no-cache? Généralement, personne ne fait ça. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, il va regarder est-ce que j'ai des headers spécifiques? Ça, comme je vous disais, c'est les headers d'authentification. Et après, est-ce que j'ai cette URL en cache? Ça, c'est le fonctionnement classique. Si oui, je la renvoie, sinon je pars au backend. Le backend fait son boulot, ça repart dans le reverse proxy cache avec la réponse. Là, même principe. On va vérifier, alors je ne l'ai pas mis, le code de retour. Si c'est du 200, peut-être que je vais le cacher. Si j'ai du 500, du 400, même si du 400, ça peut avoir le coup de le cacher dans certains cas. Donc voilà, il va vérifier les instructions de cache control, tout ce qu'on a pu voir avant, il va s'appuyer sur ça. Est-ce que j'ai header spécifique, header d'autorisation, comme on a pu le voir? Il va vérifier l'URL, savoir comment il va le cacher. En fait, la plupart des reverse proxy cache vont s'appuyer sur plusieurs choses pour savoir comment cacher le contenu. Il va y avoir l'URL, mais vous pouvez aussi mettre des tags dedans. Les fameux e-tags, x-tags, peuvent être utilisés pour faire ça. Ou, je ne sais pas, pour vous prendre un exemple, vous avez 3 pages sur votre site de e-commerce où il y a 3 fois le même article. Vous ne voulez pas qu'à chaque fois que vous mettez à jour l'article, de dire tu me nettoies telle URL, tu me nettoies telle URL, tu me nettoies telle URL. D'autant plus si c'est dynamique. Par contre, vous pouvez lui dire, tu vas me nettoyer toutes les pages qui ont ce tag-là. Et ce tag-là, ça peut être l'ID de l'article, par exemple. Vous pouvez faire des traitements un peu plus intelligents de cette manière-là. Est-ce que je stocke ou non? Et est-ce que je rajoute des informations? Ça, on verra. Sur les configurations classiques qu'on va avoir du cache long sur tout ce qui est images, CSS, JS. Dans l'idéal, on pourrait presque avoir des caches à l'infini sur ces trucs-là, si et seulement si vous versionnez bien vos différents fichiers. On en reparlera après, ça va être important. On va avoir du cache assez court sur du contenu éditorial. Alors généralement, ça va se compter en jours, puisqu'on sait que c'est du contenu qui ne va pas forcément beaucoup bouger, mais qui peut avoir des petites évolutions. Et généralement, on a du no-cache sur tout ce qui est contenu dynamique. Les paniers, les comptes clients, tous ces éléments-là. Un autre cas qui est assez intéressant sur l'usage des reverse proxy cache et des caches des CDN de manière générale, c'est ce qu'on va avoir sur les caches géolocalisées. Généralement, on essaye, en tout cas, d'être au plus proche possible de nos utilisateurs finaux, pour des histoires de performance, de lenteur, etc. Vous avez le choix, en tout cas sur le site d'appli qu'on a là, c'est soit vous allez déployer un data center partout, ça va vous coûter une blinde, et en plus de ça, ça risque d'être compliqué, soit vous pouvez mettre des caches géolocalisées. Ça peut valoir le coup. Ou en gros, je ne sais pas, si je suis en Amérique du Sud, j'ai tous mes data centers qui sont en Europe, je repasse par reverse proxy cache. Bon, si la page n'est pas en cache,
Oui, je vais me taper l'aller-retour et je vais dans l'Atlantique. Par contre, si j'ai le contenu en cache, ça revient direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on va faire des sacrés gains de perf, surtout à l'international. Je vous parlais d'Akamai tout à l'heure, parce que moi, je l'ai beaucoup utilisé dans ce cas-là. C'est un outil qui est assez performant, j'ai aucune action avec eux. Voilà, regardez de ce côté-là. Malgré tout, avec tout ça, il y a des erreurs à ne pas faire sur la gestion des caches. Avec les caches, mettez pas un cache par utilisateur, s'il vous plaît, je vous en prie. Faites attention avec ça. L'utilisateur il va revenir une fois, deux fois, mais vous n'allez pas stocker tout ça là-dedans, en sachant que généralement, les reverse proxy cache, ils mettent ça en mémoire vive. Donc sauf si vous voulez acheter des machines avec 250 Tera de RAM, voilà. Faites gaffe avec ça, c'est pas utile. Il y a un truc qui est intéressant avec la plupart des outils de reverse proxy cache, c'est que vous pouvez très bien faire des requêtes de purge. Ça veut dire que vous pouvez très bien définir un cache control assez long ou assez court, et au lieu d'attendre qu'il expire, c'est simplement lui envoyer une requête HTTP purge, avec le tag ou avec l'URL, peu importe, et il va nettoyer tout seul le truc. Ça vous permet de rendre ça beaucoup plus dynamique et de mettre des durées de cache plus longues aussi, parce que vous faites une suppression manuelle du contenu. Versionnez vos assets, parce que si vous avez votre fichier CSS, style.css, et que vous mettez à jour votre appli, mais que vous bouclez encore le cache de la version d'il y a 2 mois, il risque d'y avoir des problèmes. Pensez à versionner vos assets. Bref, après tout ça, désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'est important. On va revenir avec mon petit problème. Donc on a une stack qui marche bien, vous avez vu tout ce que c'est capable de faire et tout ce que ça prend en compte. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça pour mettre en cache des fichiers et du contenu HTML? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Les Z-Child Include, donc les ESI. Pareil, si vous reconnaissez cette image, vous êtes au moins aussi vieux que moi. Les ESI, c'est quelque chose qui a été créé en 2001. C'est pas une techno récente que je vous présente là. C'est un truc qui a 23 ans, si je sais compter. Malgré tout, c'est une technologie qui n'a pas été approuvée par le W3C. Pour une raison très simple que je comprends, c'est qu'on va parler d'une balise HTML qui est une balise technique, alors que le HTML, en c'est une porteuse d'informations. Donc c'est pour cette raison-là. Ça a été développé par pas mal d'entreprises pour gérer cette problématique que j'ai, où j'ai des bouts de contenu de ma page qui n'ont pas les mêmes durées de cache. En gros, plus techniquement, ça ressemble à ça. On va avoir une balise HTML dans laquelle on va dire ESI, inclus-moi le contenu qui est dans cette URL-là. Donc en gros, on va, au lieu de mettre notre contenu, on va lui dire le contenu qui est censé être ici, il est là-bas. Il est sur une autre URL. Ça va nous permettre de découper notre page en plusieurs morceaux. Et comme ça, vu que ça va être du HTTP derrière, on va voir plus précisément comment ça marche, je vais pouvoir avoir des bouts de cache différents, des durées de cache différentes sur mes petits bouts. En gros, alors je suis désolé, on voit très mal. Avant, tout en haut, j'avais le fameux Salut Yann avec ma structure HTML. Aujourd'hui, j'ai une balise ESI qui dit tu vas aller chercher ce contenu sur une autre URL et tout ce contenu-là, il est dans un autre fichier ou en tout cas, il peut même être servi par un autre service, on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la requête va arriver sur reverse proxy cache, le reverse proxy cache il va se dire ok, est-ce que j'ai ma page catégorie en cache? Premier appel, non. Il va voir le serveur, le back-end. Le back-end va renvoyer le contenu de la page, donc avec mon contenu HTML avec le petit bout de ESI. C'est pour ça qu'on ne voit plus le Salut Yann qui est en haut là. Il a disparu. Le reverse proxy cache, il va voir la page, il va dire ah tiens, il y a une balise ESI à l'intérieur. Il va aller chercher le contenu de l'URL que vous lui avez filé. Il va venir le réinjecter dans la page et après il va renvoyer ça à l'utilisateur. Si vous avez bien compris, tout ça se passe côté serveur. Il n'y a rien côté navigateur. Tout est côté plateforme. Ce qui fait que votre navigateur ne sait pas interpréter les balises ESI et ce n'est pas son boulot de toute façon. Et au deuxième appel, qu'est-ce qui va se passer? Je redemande une page catégorie. Est-ce que j'ai la page catégorie en cache? Oui. Mais par contre, dans mon cache, j'avais stocké que j'avais une balise ESI. Donc, je prends la page catégorie que j'avais en cache. Par contre, sur cette balise ESI-là, ça reste un appel HTTP derrière, je vais aller rechercher le contenu frais. Et je vais reconstruire ça, et je vais renvoyer ça à l'utilisateur final. L'intérêt de ça, c'est que du coup, ma page, toute la grosse page, c'est du contenu caché, et le petit bout personnel, c'est du contenu frais. Si on part de ça, on peut imaginer
découper nos pages de ces façons-là. Par exemple, on va se dire le contenu complet, il dure 2 mois. Par contre, mes filtres, on va se dire qu'ils vont durer peut-être 2 heures. Mes prix, on va dire c'est du prix dynamique, en particulier quand on est connecté, qu'on a des promotions et tout ça. On peut avoir ça. Mes vignettes, ça peut durer que 24 heures. Bref, on peut commencer à imaginer à faire ça. Et en plus, un truc qui est assez intéressant, c'est comme on est sur des URL, on peut très bien réutiliser nos balises ESI page en page. On va avoir notre page principale avec le première vignette, puis la page d'article, etc., puis une page de liste. On peut très bien lui dire, tu utilises cette URL, c'est la même vignette à chaque fois, donc cette vignette, elle ne va jamais être régénérée plusieurs fois, même si elle est présente sur plusieurs pages. Ça peut être pas mal. Dans le détail, les ESI, il y a plusieurs choses qui existent dedans. Là, je vous ai présenté les fragments, donc c'est les ESI include, comme on voit tout en haut. On a une URL alternative s'il y a un problème de fonctionnement. On peut réutiliser tout ce qui est autour des query strings, ça veut dire on peut très bien, dans les balises ESI, passer des paramètres aux URL en fonction de l'appel principal. Ça va être très pratique si par exemple vous avez une page avec un moteur de recherche, où vous avez tout le contenu de votre page qui est caché, mais le centre, c'est le moteur de recherche, il faut que ça soit du contenu frais, vous pouvez très bien lui dire, tu vas me chercher cette balise ESI, où ça va être juste le rendu final du résultat de recherche. On peut avoir du conditionnel. Donc ça peut être assez intéressant si par exemple, je sais pas, moi, vous êtes sur du multilingue, vous voulez avoir des images différentes ou des pubs différentes, ou je sais pas, en fonction de la localisation, en fonction de paramètres, vous pouvez très bien le faire avec ça. Ça peut être cool. Et il y a du try-catch. Ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas trop sûr des services que vous utilisez à côté. Essaye ça, si ça ne marche pas, passe sur ça. Voilà. L'avantage de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de JavaScript. Alors, j'ai rien contre JS, entre parenthèses. C'est un langage que j'utilise tous les jours. Mais là, on n'a plus besoin de JS pour faire ça. On est complètement détaché du serveur d'application. C'est pas l'application qui gère cette reconstruction. Et en gros, le seul boulot qu'elle a, c'est de mettre des balises ESI. On va bénéficier de toutes les compétences d'un reverse proxy cache. Et ça, c'est cool. C'est un outil qui est fait pour ça. Vous n'avez pas à tout redévelopper, tout est fait, il s'appuie sur les cache contrôle, il fait le boulot correctement. Toute la reconstruction se fait côté serveur. L'utilisateur ne voit rien, absolument rien. Et on ne va pas aussi consommer les ressources de son ordi. Et on peut faire de la purge localisée. Ça veut dire qu'on peut aller purger des petites balises ESI, on peut purger des pages complètes. Voilà. Par contre, ça a des inconvénients. Ça nécessite un reverse proxy cache, évidemment, avec pas mal de mémoire vive, parce que du coup, on ne va plus cacher que des pages complètes, on va avoir un peu plus de découpage. Toutes les URL que vous allez définir dans les balises ESI, vous allez pouvoir, ça va être que des primitives, en gros, des strings, des entiers, des choses comme ça. Vous n'allez pas pouvoir passer d'objets. On est sur le protocole HTTP, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça à bien réfléchir sur la phase d'architecture. Et ça nécessite aussi de maîtriser la construction de la page HTML. Voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal de frameworks qui le gèrent. En PHP, c'est certain, Symfony le fait, mais même en front, même sur les frameworks front, on peut rajouter du balisage ESI. Et ça peut vite partir en grand n'importe quoi. Ça, pour le coup, j'avais bossé avec du Magento qui a un plugin pour porter les ESI. Je ne vous parle pas de la quantité de fragments, c'était pas gérable. Bref. Si on regarde un peu les exemples concrets qu'on peut avoir avec ça, le cas d'usage courant qu'on va avoir, c'est que déjà, ça va résoudre notre problème à nous. Le premier, c'est Yann, je le fous dans une balise ESI, je mets un cache control à 0 sur ce truc-là, ou en tout cas en no cache, je suis tranquille. Et on peut aller un peu plus loin. Tout ce qui est autour des zones utilisateurs de manière plus générale. Vous avez une page de panier, vous avez une page mon compte, vous avez un truc comme ça. Vous foutez en no cache, vous foutez ça dans une balise ESI. Vous n'avez pas besoin de régénérer la page complète juste pour ça. J'en parlais tout à l'heure de la mutualisation. Vu que les balises ESI, entre guillemets, c'est une URL qui va répondre à un contenu, vous pouvez très bien réutiliser les mêmes balises, les mêmes fragments de page en page. Ça, vous allez faire un certain gain avec ça. C'est énormément utilisé dans le e-commerce parce qu'on va aussi pouvoir avoir des zones où on va faire des calculs spécifiques par rapport à un utilisateur en particulier. Ça peut être cool. Et la hype de la technologie qui a 23 ans, c'est qu'on pouvait déjà faire du micro-front-end à l'époque. Parce que ce sont des balises ESI, c'est du protocole HTTP. Rien ne vous empêche d'aller taper dans d'autres services. C'est pas un problème. La différence qu'il y a, et qui est une différence majeure et pour moi avantageuse, c'est qu'il ne se passe rien côté navigateur utilisateur. C'est vous qui allez chercher les contenus sur les autres services. Rien ne vous
privilège d'avoir un truc qui gère votre contenu éditorial, un truc qui gère vos utilisateurs, un autre service qui gère, je sais pas moi, les prix, sur des technos différentes, sur des services différents. Vous pouvez déjà le faire avec ça. Sur la partie cache géolocalisée, ça peut être intéressant aussi si vous avez des contenus spécifiques à des utilisateurs en fonction des états dans lesquels vous êtes. Vous pouvez très bien les taper sur des services qui sont plus proches d'eux. Ça peut être cool aussi. Ça, honnêtement, ça demande vraiment de creuser le truc, mais par contre, ça peut être intéressant. Ok, ce que je vous propose, c'est de faire une démo. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais être obligé de passer en 1280 par 600. On va voir si ça marche. Alors... Ok. Hop. On va quitter ça. Tac. Ici, on va mettre ça. Et on va ouvrir ça. Première chose que je vais vous montrer, c'est déjà... Alors déjà, est-ce que vous voyez bien? Putain, c'est vraiment trop petit du coup. C'est vraiment trop gros. Hop. C'est bon ou pas? Ok. Ah là là, galère. Ok. Déjà, pour notre petite démo, je suis un gros adepte de Docker Compose parce que j'aime pas être dépendant d'Internet. Donc ici, on va avoir 3 services. On va avoir un service web classique, on va avoir un Varnish et on va avoir un autre service qui gère juste les prix. Donc en gros, et je vous le redirai à chaque fois, quand on tapera sur le port 80, c'est du web, c'est de l'Apache, c'est du très simple. Et quand on tapera sur du Varnish, ce sera du 80-80. Pourquoi est-ce que c'est du web? C'est que j'ai fait que du HTML. Je ne suis pas parti sur d'autres technobacs. Voilà, on va travailler avec vraiment du HTML. Première chose qu'on va regarder, déjà on va démarrer tout ça. Ça pourrait être pas mal. Hop. Première chose qu'on va regarder, on va se mettre sur la page de catégorie. On va juste regarder l'importance de gérer ses caches. Alors, voilà. Là, vous voyez, j'ai configuré, on voit les configurations de cache contrôle de mes différents assets. Quand je fais un full reload, il vient me charger tout ça. Si je configure correctement, il vient juste me charger la première page. Il vient juste faire d'ailleurs, il doit faire là, il passe en requête get, mais techniquement, il pourrait très bien faire une requête head. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'on a correctement configuré tous nos cache contrôle de nos assets. Ça se fait assez facilement. Alors là, on ne parle pas de SI, je parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus simple. C'est une configuration qui se ferait très très facilement. Vous allez modifier vos serveurs web, vous mettez ça comme instruction et vous mettez des cache contrôle par défaut. Ça va vraiment éviter de sursolliciter toutes ces infos-là. Donc là, vous voyez, grâce à ça, vos navigateurs et tous les reverse proxy cache, ils vont pouvoir le faire. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller... Ah, par contre, j'ai perdu mon dézoom, donc ça va être chiant. Ouais, on va être obligé de faire comme ça. Je suis désolé. Ok. Là, je suis derrière Varnish. Je suis derrière Varnish. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je suis derrière Varnish? Je vais peut-être avoir... Voilà. Là, je recherche tout. Par contre, maintenant que tout mon contenu est en cache, hop, j'ai plus aucune requête qui arrive. Ici, vous avez les logs. Vous voyez, autant quand j'étais sur Apache, j'avais du retour. Là, j'ai plus rien qui arrive sur mon serveur web. Donc ça, c'est le fonctionnement du reverse proxy cache. Par contre, le petit souci dont je vous parlais tout à l'heure, on va vraiment travailler avec. Vous avez tout là-haut, le petit salut Yann qui est là. Si moi, je viens modifier ce truc-là, alors par exemple, si je viens mettre, je suis où? Je suis pas à la bonne ligne, si. Ah, excusez-moi, ou je suis pas dans le bon fichier. Si, excusez-moi, changement de dimension. Si je dis salut TNT à la place, autant côté Apache, j'ai bien la mise à jour. Donc là, je tape directement sur le service. Par contre, côté Varnish, il ne se passe plus rien du tout. Voilà. C'est pas ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer
une nouvelle URL. Donc là, moi, je l'ai mise sur une URL qui s'appelle part user header. C'est le même contenu, plus ou moins, qu'on avait avant. Et dans mon fichier de catégorie, tac, au lieu de mettre tout ce contenu-là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur une balise ESI. Tac, tac. Alors, on travaille avec du cache. Alors, pour être sûr, on va redémarrer Varnish. Hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sinon. Et là, si j'attaque directement par Apache, si vous avez bien suivi, normalement, on va avoir mon petit bout de truc qui disparaît. Vous voyez ici, il n'y a plus du tout le contenu. Pourquoi? Parce que votre navigateur, il n'interprète pas les balises ESI. Ça, c'est pas cool. Par contre, si on se met derrière Varnish, on a le salut Yann ESI qui est arrivé. Donc, je l'ai mis en rouge, hein, histoire qu'on fasse bien la distinction, vu tellement c'est petit déjà. Et là, ce qui va être plutôt sympa, déjà, vous avez vu, sur cette requête-là, le part user header, ça, c'est directement le reverse proxy qui est venu le chercher. Et maintenant, je peux venir modifier juste ce bout-là. Donc là, c'est du HTML, mais globalement, ça peut être n'importe quel serveur derrière. Salut Yann TNT. Hop. Tac. Et là, voilà, salut Yann TNT. Et ce qui se passe ici, donc là, ce sont les requêtes qui arrivent sur le serveur web. Vous avez vu, j'ai pas du tout de requête sur la page catégorie. Il vient juste chercher le bout qui lui manque. Donc techniquement, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de régénération côté serveur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Sur le même principe que je disais tout à l'heure, j'ai un petit système pour faire du micro-front-end, entre guillemets, un autre truc qui s'appelle Cell, donc qui renvoie seulement les prix. C'est pas celle de Dragon Ball, hein, c'en est un autre. Ce service-là, vous voyez, alors là c'est vraiment tout petit. Ici, il faut que je dézoome. En gros, ça renvoie 12 € ici. Et du coup, dans ma configuration... Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà fait du Varnish ou qui n'en ont pas fait, la mise en place des ESI dans Varnish, c'est quelque chose de relativement complexe. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est quelque chose qui est natif. Vous avez juste à mettre true et ça marche. Voilà. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une configuration Varnish de base. Enfin, de base. Elle n'est pas trop customisée. À l'intérieur, moi, j'ai juste configuré mes backends, etc. Et pour activer les ESI, j'ai mis ça. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. C'est vraiment, c'est pas le sujet du talk, même si c'est assez intéressant. Donc là, je peux activer avec ça. Et donc, mon backend cell, il est ici. Là, c'est un host cell, c'est du Docker Compose, donc c'est du renvoi vers du service. Mais vous pouvez très bien mettre un HTTP, ou en tout cas un serveur distant, ou un autre serveur. Ça marchera, ce ne sera pas un problème. Et du coup, ce que je peux faire, c'est qu'au niveau de mes pages de mes prix, alors, je ne sais plus si c'est sur cette page-là que je le fais. Non, on va rester sur l'autre. Ça va être très bien. Clac, clac. Je vais retrouver juste la bonne ligne. Hop. Putain, c'est vraiment trop petit. Donc là, au lieu, j'avais mon prix qui était ici, donc qui est en dur. Hop. On va fermer ça. Et à la place, je vais mettre ma petite balise ESI où je lui dis, tu vas aller chercher le prix sur ce contenu-là, en sachant que pour ce service-là, pour le service Cell, hop, je vais juste montrer ça. Je lui ai dit, tu mets pas de cache. Tu mets un cache contrôle no cache sur ce contenu-là pour avoir du contenu frais. On va vraiment simuler le truc jusqu'au bout. Donc voilà. Et là, ce qui va se passer, le truc qui va être assez intéressant. Alors, on va redémarrer Varnish. Je suis désolé, c'est du cache. C'est que du coup, hop. Ah non, je suis sur Apache. Vous voyez, je fais moi-même la connerie. Là, je suis sur Apache, ça ne marchera pas. Par contre, côté Varnish, ce qui est assez cool, donc le prix, là, on est arrivé sur le prix que mon service lui renvoie. Et là, on voit bien qu'il va chercher sur le service web juste le user header, donc en gros le salut Yann, et il va aller chercher sur un autre service le prix. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant aussi. Bon, j'en ai fini pour la démo.
je vais rechanger de moyen d'affichage. On va voir ce que ça donne. Ouais, s'il te plaît. Par contre, tu m'inverses l'écran principal. Merci. Voilà. Et on va revenir sur la conf, si je ne l'ai pas complètement perdu. Ah, si, elle est de l'autre côté. Hop. Bref. Bon, je l'ai mis en un peu trop tôt. En gros, arrêtez de foutre du JS partout, surtout pour gérer ce genre de problématique-là. Je vais juste récupérer ma souris. Et en plus, grâce à ce genre de choses, vu que tout se fait serveur, ben, vous n'aurez plus du tout de problème de cores. Chose qui est un truc assez chiant à gérer. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Juste avant de continuer, tout ce qui est autour des sources pour le site web que j'ai utilisé, c'est un gars qui met ça à disposition tout seul. Il fait ça, donc moi je l'ai réutilisé. Le minimum, c'est de lui proposer. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a encore une dizaine de minutes. Sinon, ça, c'est le QR code de l'Open Feedback. Ça fait toujours plaisir. Ouais, pas de souci. Alors, la question c'est, les ESI sont interprétables que par reverse proxy. Si, et s'il tombe le reverse proxy, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, j'ai pas de bonne réponse à te donner. Pour le coup, bah, si ton reverse proxy tombe, là, tu n'as plus de reconstruction, sauf si tu gères de telle façon à ce que côté applicatif, tu sois capable de savoir si c'est un reverse proxy ou pas. Ça, tu peux le détecter, les reverse proxy rajoutent des headers, et dans ce cas-là, tu actives ou désactives le fonctionnement des ESI. Symfony le gère très bien, pour le coup, ce genre de petites choses-là. Mais du coup, tu fais tout régénérer par ton serveur backend. Alors, juste, l'option, on s'entend, on est tous développeurs, on sait ce que ça veut dire, juste. Mais oui, c'est quelque chose qui est envisageable en tout cas. Petit détail, ça me fait penser, les gros CDN ne gèrent pas les ESI. Tous les hyperscalers ne le font pas. Donc voilà, aujourd'hui, il y a Akamai qui le fait. Les services de reverse proxy à monter soi-même en premise, ils le font quasiment tous, mais les gros ne le prennent pas en compte. Chose importante à savoir. Oui. La question, qui est une très bonne question, si je travaille avec ce genre d'architecture-là, si les développeurs n'ont pas de varnish d'installer sur leur poste, ils ne peuvent pas voir le comportement final qu'il va y avoir. C'est une bonne traduction? Ok. Oui, c'est une très bonne remarque. Alors généralement, les outils qui gèrent nativement les ESI, alors je reparle de Symfony, mais il y en a d'autres, te permettent d'activer ou désactiver à la volée, mais du coup tu ne peux pas reproduire le comportement que tu auras en prod, ça c'est sûr. Après, moi quand je fais travailler les équipes, ou en tout cas même moi quand je travaille sur ce genre d'outils-là, j'ai toujours ce type de Docker Compose à disposition, où j'ai deux accès, j'en ai un vers les serveurs en direct, et j'en ai un qui passe par Varnish, pour être sûr du comportement final que je veux obtenir. Ouais, après, c'est le principe des environnements de développement partagés. Voilà. Après, je sais qu'en fonction des unités, en fonction des écosystèmes, les techniques de mise en place des environnements de développement sont aussi différentes. Donc moi, je suis très Docker Compose parce que j'ai pas besoin de gros trucs de compiler, des trucs comme ça. Mais oui, dans ce cas-là, il te faut un reverse proxy qui cache, qui soit capable d'interpréter ça pour avoir ton rendu final en tant que développeur. Ça répond à ta question? Merci. Vincent, tu avais une question? Alors, ce qui est assez étonnant,
Alors du coup, qu'est-ce que je pense de tout ce qui est la mouvance du server-side rendering, qui est une mouvance qui a depuis la naissance d'Internet, hein, faut savoir, hein, on générait tout côté serveur avant et on recommence à le faire maintenant. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui est en train de se passer actuellement. Des outils de server-side rendering en JavaScript, parce que généralement, quand on parle de SSR, actuellement, on parle surtout de ça, supportent les ESI aussi, hein. C'est pas un souci, en fait, d'utiliser ça. C'est pas incompatible. Il y a une autre question? Oui. Alors en fait, c'est que mon slide est très mal tourné. Le slide, c'est une double négation. C'est ne pas faire. En gros, il faut utiliser la purge. Absolument. On m'a déjà fait la remarque, j'ai juste pas eu le temps de le modifier. Il faut utiliser la purge. Utiliser la purge. En tout cas, dans ce domaine-là. Hein. Oui. Pour le SEO, bah, c'est pas un problème. Alors, je répète, excusez-moi. Pour toute la partie SEO, est-ce que les balises ESI posent problème vu qu'elles ne sont pas interprétées par les navigateurs? En fait, la question ne se pose pas vraiment parce que toute la génération et toute la partie ESI, toute la reconstruction est faite côté serveur. Ton moteur de recherche, quand il vient pour aller scroller ta page et tout ça, il est comme un client classique. Lui, il ne va jamais voir qu'il y a une balise ESI. Sauf si, évidemment, tu mets à disposition ton site web sans le reverse proxy cache devant. Mais en fait, d'un point de vue client, qui est de l'ESI ou pas, en fait, il ne le saura jamais. Est-ce qu'il y a quand même des interactions possibles avec les frameworks client-side ou c'est mort parce que c'est... Alors, est-ce qu'il y a des interactions possibles avec le client-side? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je ne me suis vraiment pas posé dessus, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Attends, et s'il y a une autre question, sinon je te refais passer après. Non? Ah, si. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. La différence qu'il va y avoir par rapport à l'iframe, c'est que l'iframe c'est fait côté navigateur. Et du coup, les ESI, c'est fait côté serveur, côté back. Et tu n'as pas les mêmes problématiques de sécurité non plus. Là, tu restes chez toi. Hein. Avec les iframes, tu peux vraiment faire n'importe quoi. C'est du clic, tout ce qui est du vol de clic. Moi, je me méfie ce genre de choses. Mais oui, à une époque, c'était cette discussion, en tout cas, entre les ESI et les iframes. Vas-y, Vincent. C'est quoi ta préco sur la gestion du style? Est-ce que tu vas avoir tendance à retourner plus du contenu pur dans ces ESI ou est-ce que tu autorises un peu de HTML? Mes précos sur ça, alors les précos sur comment utiliser correctement le balisage ESI, en tout cas la taille des fragments, si on utilise le langage du truc. On manipule du HTML. On est là pour manipuler du HTML, donc en gros la taille de tes fragments va correspondre au contenu dynamique HTML. Là pour les prix, je renvoie juste 12 €, ça n'a aucun intérêt. Généralement on va envoyer une span ou une div avec un style parce qu'il y a des promos. On va rarement envoyer des gros trucs, peut-être sur les pages de panier et tout ça, et encore honnêtement aujourd'hui, sur les pages de panier, les ESI ça vaut pas le coup, vous faites-le en JS, c'est très très bien. Mais sinon on va plutôt être sur des petits blocs quoi. C'est un peu plus simple à gérer comme ça. Mais ça dépend de ton contenu, tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, je vous remercie beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à venir me voir.